Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, sur cette 37e vidéo qui est dédiée au sujet de baccalauréat 2013 en série ES, qui est que devons-nous à l'État. Alors j'ai mis 25 minutes pour préparer mon plan, etc. Donc que devons-nous à l'État? Donc c'est que devons-nous, c'est que l'important dans la question. Donc que devons-nous? Moi je me suis amusé à faire un plan tout simple, hein, on doit tout et on doit rien. Comme ça. Alors évidemment, quand on fait des plans où on raisonne un peu par l'absurde, c'est-à-dire on doit rien du tout et on doit absolument tout à l'État, comme c'est un raisonnement par l'absurde, puisqu'en réalité on doit jamais vraiment tout ni jamais vraiment rien, eh bien il faudra bien le rappeler au moment de la conclusion qu'évidemment vous n'êtes pas un débile, mais en gros que vous avez utilisé un raisonnement par l'absurde pour pouvoir essayer de traiter cette question et de dégager les différentes points de vue sur cette question. Donc que devons-nous à l'État? L'intérêt de la question, c'est de savoir, donc on commence là, voilà, première partie de l'introduction, c'est l'intérêt de la question. Donc qu'est-ce qu'un bon citoyen? Que doit-il faire ou ne pas faire pour rester un bon citoyen? Faut-il, en cas de guerre par exemple, aller mourir à la guerre ou faut-il déserter? Donnons-nous trop ou pas assez d'impôts? Etc. etc. C'est quoi je dirais le juste milieu du bon citoyen. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, où est-ce on est dans l'excès et où est-ce qu'on est dans le défaut. Des termes qu'on verra quand on verra l'éthique à Nicomaque, hein, excès, défaut. Bon, donc évidemment comment peut-on vivre en société, bien vivre en société. Donc c'est des questions qui nous touchent évidemment au quotidien. Voilà. Alors les différents termes, pareil, là je regarde pas dans le dictionnaire, hein, je suis dans les conditions de l'examen et puis je me pose les différents termes. Donc que devons-nous à l'État? Le devoir, qu'est-ce que c'est le devoir? C'est une obligation matérielle et spirituelle qui s'impose à nous. Qu'est-ce que c'est l'État? L'État est une institution politique qui, malgré divers modes et diverses formes, est l'émanation de la vie en société des hommes. L'État gère un territoire et ses administrés dans la limite de la Constitution et dans le but de réaliser trois fonctions: la subsistance, la défense et l'éducation. Trois rôles de l'État: la subsistance, et faire en sorte que vous mourrez pas de faim. La deuxième partie, c'est la défense, faire en sorte que vous soyez pas attaqué militairement par un autre pays ou qu'il y ait de la police, etc. Et troisième rôle de l'État, c'est l'éducation, faire en sorte que tous ensemble on ait un avenir. Et donc l'État, donc institution politique, voilà, qui, quand je veux dire qui malgré diverses formes et divers modes, sous la monarchie il y a un État, dans la République romaine il y a aussi un État, dans la cité grecque il y a un État, on dit d'ailleurs la cité-État. Et donc peu importe comment on l'appelle, quand on vit en société, il y a forcément à un moment donné quelqu'un qui doit gérer cette vie en société. Pensez à des trucs extrêmement simples, mais il faut bien que quelqu'un ramasse les ordures à un moment donné. Parce que sinon, on vit dans la crasse et dans la saleté, et ça développe beaucoup de maladies. Il faut bien qu'il y ait de la police, il faut bien qu'il y ait des pompiers pour éteindre le feu parce que quand une maison d'un village se met à brûler, ça risque de brûler tout le village. Donc il faut bien à un moment donné que collectivement, il y ait quelqu'un qui gère le collectif. Un maire, un président, un roi, enfin n'importe qui va assurer la subsistance, la défense et l'éducation. Ensuite, donc mon plan, je l'ai déjà dit, hein, c'est tout d'un côté, on doit tout à l'État, et de l'autre côté, on doit rien du tout à l'État. Alors, dans ma première partie, nous devons tout à l'État. Qu'est-ce qu'il faut dire à peu près? En gros, tout, qu'est-ce que ça veut dire ce tout? Quand on dit je dois tout à l'État, ça veut dire sa vie. Donc être prêt à mourir pour l'État, c'est-à-dire faire la guerre, c'est-à-dire payer ses impôts et travailler, obéir, etc. Donc quand l'État nous donne des ordres, eh bien il faut les accepter parce que nous devons tout à l'État. La preuve, pourquoi est-ce que on irait mourir à la guerre? Parce que l'État, il est tout le temps là et surtout en France. L'État facilite notre mise au monde, il y a des maternités, ce genre de choses. Il facilite donc voilà notre survie en bas âge, évidemment, parce qu'il y a, par exemple, il y a des impôts réduits pour tout ce qui est nourriture pour nourrissons, il y a des agences qui contrôlent si la nourriture qu'on donne aux nourrissons est de bonne qualité, il y a, enfin bref, il y a tout un tas de choses. Notre éducation, de la maternelle jusqu'au doctorat. Donc il y a l'État qui fait en sorte que nous devenions un élément de l'État le plus productif possible. Donc notre nourriture, donc enfin, on meurt pas de faim et quand on meurt de faim c'est la faute de l'État de toute façon. Notre sécurité intérieure et extérieure, donc la police et l'armée.
Il défend nos droits, donc effectivement il y a des juges qui sont là, prévus au cas où on empiète sur vos droits, etc. Euh, L'État nous transporte, il nous soigne, bref, l'État est toujours là dès qu'on a besoin de quelqu'un qui devrait, dès qu'on a besoin d'une entité qui gère la vie en collectif, l'État est toujours là et heureusement ou malheureusement, ça dépend. Mais c'est parce qu'il est toujours là pour nous soutenir en cas de besoin. Je sais pas moi, quand on a plus de 25 ans et on touche pas ni de salaire, ni de ah, quand on n'a pas de salaire ni aucun revenu, on touche le RSA, plus les allocations pour le logement, plus. Donc il y a des tas de choses qui font que l'État, effectivement, il est là au début. Donc, on est dans une maternité, quand on est malade, on va à l'hôpital. On a des écoles, des universités, des lycées, des collèges. On a des moyens de transport. Enfin, on a tout un tas de choses que l'État a mis en place, du droit, des lois, etc., qui sont là pour faire en sorte de harmoniser la vie en société. Donc en gros, continue, voilà. Donc, parce que l'État est toujours là pour nous, nous devons lui être reconnaissants pour toutes ses prévoyances et donc lui obéir. Donc, accepter ce que l'État demande de nous. Et que devons-nous à l'État? Nous devons tout faire pour que l'État se sente bien. Maintenant, on va voir que l'État, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, et quand on va dans le détail, on se rend compte que le tout se transforme en rien, en fait. Donc en fait, les thèses que vous pouvez mettre en présence quand vous dites on doit tout à l'État, c'est évidemment la thèse d'Aristote qui est dans l'Éthique et Nicomaque, très simple. Le bonheur étant une chose collective et partagée, eh bien, seul l'État est capable de créer l'harmonie dans la société qui va nous amener le bonheur. Donc ça, c'est la thèse de l'éthique à Nicomaque. En gros, si on veut être heureux individuellement, il faut être avant tout heureux collectivement. Et pour être heureux collectivement, il faut un État qui gère la société. Et si possible, on est dans le monde grec, de façon harmonieuse. Ensuite, c'est quoi ça? Oui, c'est Rousseau. Autre argument que vous pourriez donner, c'est que le rôle de l'État, le principe de l'État, principe directeur de l'État, c'est de veiller à l'intérêt général. L'intérêt général, et là, faire attention, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais c'est un intérêt supérieur à la somme des intérêts particuliers. C'est-à-dire quand vous avez l'État, c'est quoi? C'est des hommes qui vivent ensemble et qui disent en gros, on a besoin d'une administration qui gère notre vie en commun. Eh bien, cette administration, son principe même, c'est de veiller à l'intérêt général. C'est dans le contrat social de Rousseau, et c'est pour ça que l'État est une bonne chose, parce qu'il est là pour veiller à un intérêt que vous-même dans votre vie, vous ne l'avez pas immédiatement. Par exemple, vous, votre intérêt, c'est de ne pas aller à la guerre. Mais l'intérêt collectivement de tous, c'est de se défendre si on est attaqué par l'extérieur. Et donc, finalement, l'État protège des intérêts qui vous sont supérieurs. Voilà. Donc l'État veille à l'intérêt général, et ça peut être une autre façon de dire que nous devons tout à l'État parce qu'il veille à des intérêts que si il n'existait pas, personne ne serait là pour veiller à ces intérêts-là, et donc on serait dans le pétrin. Par exemple, dans les cités grecques d'Athènes, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'armée régulière comme à Sparte par exemple. Et bien à ce moment-là, pour défendre la cité, on avait l'idée déjà à l'époque du citoyen militaire, comme en Suisse à l'heure actuelle. C'est-à-dire que chaque citoyen est capable d'aller se battre à la guerre. Et quand on va à la guerre, on n'est pas là pour savoir si on va mourir ou pas, on est là pour savoir si on va réussir à défendre l'intérêt collectif de toute une collectivité humaine, et c'est des intérêts forcément qui dépassent l'individu. Et il faut bien que quelqu'un vous dise, il faut que tu arrêtes de penser à ton petit intérêt égoïste, mais que tu penses à l'intérêt du groupe. Et l'intérêt du groupe, celui qui représente cet intérêt-là, l'intérêt général, c'est l'État. La deuxième chose, c'est, on va dire, la deuxième thèse qui s'oppose. Maintenant que j'ai dit qu'il fallait tout donner à l'État, on va dire il faut rien donner à l'État. Alors, pour dire qu'il ne faut rien donner à l'État, c'est simple. La première chose est de dire nous n'avons pas le choix. On n'a pas eu le choix de naître. Voilà. Et donc, on n'a rien demandé à l'État. On lui a pas demandé de faciliter notre survie, de nous éduquer, etc. On n'avait pas le choix. Ça nous a été imposé. Donc, nous ne devons rien à l'État. L'État est dirigé. Alors voilà, ça c'est en gros, c'est la première chose, c'est de dire ça nous est imposé. Donc, on ne doit rien à quelque chose qui nous est imposé. On n'a pas choisi. Vous voyez. On a choisi pour nous. La deuxième chose, nous ne devons rien à l'État. Alors là, il faut rentrer un peu dans le détail. L'État est dirigé par des hommes, et les hommes, malheureusement, sont corruptibles. Donc quand l'État veut nous envoyer à la guerre
et que par exemple idéologiquement ou pour des tas de raisons on est contre l'idée d'aller à la guerre, eh bien à ce moment-là on se retrouve en conflit d'intérêts avec l'État. Même pas savoir si on est prêt à mourir ou pas individuellement, mais est-ce qu'on est d'accord de faire cette guerre ou pas? Eh bien, voilà, quand l'État veut nous envoyer à la guerre et que nous sommes contre, nous avons le droit de désobéir. Il faut avoir le droit de désobéir et de dire je ne suis pas d'accord avec toutes les fantaisies des dirigeants politiques ou de l'État en général. Et donc à ce moment-là, il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle La désobéissance civile, qui s'appelle David Thoreau, c'est un Américain qui est notamment connu pour avoir a écrit un autre livre qui s'appelle Walden, la vie dans les bois, puisque c'est quelqu'un qui a eu la charmante idée un jour dans sa vie de passer 2 ans près d'un lac qui s'appelle Walden aux États-Unis. Bon bref, et en gros il a écrit notamment Walden, la vie dans les bois, mais surtout là ce qui nous intéresse, la désobéissance civile. Où, en gros il dit mais voyez moi, je vois tout. Je crois qu'il a assisté à à des guerres américaines, notamment la guerre de sécession, mais je suis plus trop sûr sur les dates. Et il dit, vous voyez tous ces jeunes gens qui vont aller mourir à la guerre là, pour le coup. Eh bien, moi, je suis contre. Et je devrais dire, j'ai envie de dire à ces jeunes enfants là, ceux qu'on voit dans le film Le Bon, la Brute et le Truand là, ces jeunes qui vont mourir à la guerre, j'ai envie de leur dire désertez, parez-vous, ça ne sert premièrement à rien, et deuxièmement, ça vous ne apportera rien, et troisièmement, vous allez vous faire tuer, et quatrièmement, il est plus dans notre intérêt de nous battre contre les gens qui dirigent l'État et qui nous envoient à mourir à la guerre pour rien, que d'aller mourir à la guerre pour un idéal qui ne nous rapporte rien. Donc en gros, il y a le concept de la désobéissance civile qui est on reste un bon citoyen quand on désobéit à l'État. Vous voyez, c'est plus complexe à voir parce que l'État est devenu fou. Hein, je veux dire, c'est un concept intéressant. Pensez que si vous étiez né, je sais pas, en Corée du Nord, peut-être que là, on peut se dire quand même l'État, certes, est bien, mais en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec tout, et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est pour ça qu'il y a les Nord-Coréens qui se barrent, hein, et que la police essaye de les retenir en Corée du Nord. Bon, alors c'est toujours, voilà, c'est comme ça, et forcément, un concept comme la désobéissance civile, ça permet de comprendre qu'on peut rester un excellent citoyen, on aime sa patrie, on aime ses congénères, on aime nos voisins, on aime, etc. Mais en même temps, là, on n'est pas d'accord avec le choix collectif qui a été fait pour vous. Ensuite, euh, on peut insister sur l'idée de corruption. Simplement, l'État, c'est des hommes, les hommes sont corruptibles, et l'homme qui est corruptible en question, on va appeler ça un magistrat, parce que les magistrats, ils ont un magistère dans lequel ils vont exercer, que ce soit député, maire ou peu importe. Et les magistrats, on va retourner l'argument de Jean-Jacques Rousseau, qui nous dit que l'État est là pour veiller à l'intérêt général, mais justement le magistrat, lui, qui est soi-disant là pour gérer l'intérêt général, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir par s'intéresser à son propre intérêt. Il va finir par s'intéresser à son intérêt individuel. Et l'intérêt individuel du magistrat, c'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir, l'abus de confiance, détournement de fonds publics, etc. Eh bien, c'est quand on confond l'intérêt général de l'État, ou au nom de l'intérêt général de l'État, on défend ses propres petits intérêts d'être individuel. Et donc, finalement, le magistrat, il est là pour, en gros, vous détourner l'argent de vos impôts, et alors, il n'est pas là pour ça à la base, mais il peut en arriver là. Et finalement, l'État qui était là pour défendre l'intérêt général finit par défendre l'intérêt particulier de l'individu. Et quel individu il va défendre? Celui du magistrat qui était là justement pour protéger votre intérêt à vous. Donc, évidemment, le problème, c'est qu'on ne voit rien à l'État parce que c'est une bande de pourris et de corrompus. En gros, c'est ça l'argument. Pensez à ces chefs d'État africains qui sont certes très charmants dans la vie, hein, quand on les croise, ils sont des gens sympas, etc. Mais malheureusement, la façon dont ils ont de gérer leur pays, c'est que ils ont le contrôle de l'armée, et l'armée n'est pas là pour défendre le pays, mais pour le racketter en gros. Et donc finalement, on détourne toute l'économie d'un pays pour une seule personne. Et là, c'est clairement l'État, donc le chef militaire, qui effectivement assure une certaine, il assure une seule chose là pour le coup, c'est pas la subsistance ni l'éducation, mais c'est bien la protection. Donc c'est lui qui va représenter l'État. Mais par contre, voilà, il va faire pompe aspirante de tout le fric qui existe dans son pays. Et malheureusement, alors c'est pas aussi caricatural que ça dans la réalité bien sûr, mais là on peut se dire quand même que l'État effectivement est corrompu, et quand l'État est corrompu, il ne s'intéresse plus à l'intérêt collectif. Et finalement, il devient pervers. L'État qui était créé pour s'intéresser à l'intérêt collectif, ça vient en gros, je sais pas, une espèce de grosse mafia, quoi.
Et finalement, l'État se rend indispensable et de plus en plus indispensable, et plus il est indispensable, plus il coûte cher. Et en fait, si vous voulez, le problème, c'est que dès qu'on va pas bien, eh bien, on dit, oh, je vais pas bien. Et il y a toujours un homme politique pour dire, bah, si vous me donnez collectivement tout votre argent, je vais faire en sorte que vous allez mieux. Et en fait, l'argument, c'est l'argument de Nietzsche, là, qui est résumé dans cette phrase. Là où il y a de la médiocrité humaine, il y a de l'État. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Nietzsche, mais en gros, c'est l'idée que dès que vous vous plaignez, dès que voilà, il faudrait ci, il faudrait ça, il y a toujours un démagogue qui va vous dire, bah pour régler ce problème-là, on n'a qu'à créer l'État, et dès que l'État est créé, il va l'utiliser à son profit plutôt qu'à régler le problème qu'il vous avait proposé de régler à la base. D'ailleurs, ça pourrait rejoindre des thèses comme celle de comment ça s'appelle La Boétie, qui est j'ai plus le nom de ce livre sur les tyrans. Je sais plus le nom de ce livre, mais c'est pas grave, vous voyez, c'est vraiment du direct, je sais plus du tout comment c'est. Je le mettrai en commentaire de la vidéo. Sinon... Bon, c'est en gros Bon, peu importe. Je sais plus. Bon, bref. Euh, Donc en gros, l'idée c'est que finalement, on finit par être sous un état tyrannique, euh, un état où on lui doit rien évidemment, parce que on finit par ça accepter que l'État fasse de plus en plus de choses et s'occupe de plus en plus de nous, jusqu'au moment où il devient indispensable, et plus il est indispensable, plus il coûte cher. Il y a cette phrase d'un économiste français dont je me souviens plus, mais qui est marrant, qui dit en gros l'État c'est la grande illusion que tout le monde peut vivre sur le dos de tout le monde. Et j'aime beaucoup cette phrase. Bon. Donc en gros, pourquoi est-ce qu'on doit rien à l'État? Parce que l'État opprime les individus, avant tout. Il est là pour donner des règles, mais souvent ces règles sont perverties, et l'État finit par être tout puissant, et un État tout puissant, ça vient surtout, qui était là justement pour assérer l'intérêt collectif, et bien il finit par plus que régler l'intérêt individuel des gens, et que finalement, ben, on se retrouve dans un État où, bah, voilà, on ne doit plus rien à l'État dans ce cas-là, puisque c'est lui qui nous vole tout. Et à ce moment-là, d'un côté on disait on doit tout à l'État, puis de l'autre on finit par dire mais on doit rien du tout, quoi. Surtout quand les choses vont mal. Enfin, la conclusion, puisqu'on est parti dans des thèses très extrêmes, la Boétie, c'est le discours de la servitude volontaire. J'ai retrouvé. Et en gros, il défend la thèse, justement, ce que je viens de dire, c'est que finalement, quand un État devient un tyran, eh bien, c'est toujours un peu de notre faute. C'est toujours un peu parce qu'à un moment donné, on a été faible, lâche, ou on a manqué un peu de courage, qu'on finit par avoir un tyran qui, au début, nous aide, puis à la fin, voilà, au début, il est là pour nous aider, puis à la fin, on est là pour le servir. Vous voyez. La conclusion, en gros, comme c'est des tests très extrêmes, on doit tout, on doit rien, effectivement, on sait très bien que dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Il faut trouver une phrase qui va résumer le juste milieu, qu'est-ce qu'on doit à l'État, le juste milieu c'est quoi. Eh bien, bon, je trouve une phrase que j'ai fait comme ça, mais la conclusion, on doit à l'État, mais en fonction de quelque chose. Il y a un critère, on peut pas dire on doit à l'État absolument, ou on doit pas du tout à l'État. Il faut des critères pour dire ça, ok, j'admets que, je sais pas moi, j'admets que le dispositif de l'armée française pour défendre le pays en cas d'invasion, il est bien. Je pense que les militaires sont sérieux et que ça vaut le coup de payer des impôts et que ça vaut le coup de leur faire confiance, etc. Et donc, euh, quand on est satisfait par ça, ou je sais pas, le réseau ferré français est de bonne qualité et que quand je prends un train, je suis sûr que je vais pas finir dans le décor. Et donc, ok, je suis satisfait. Là, je suis moins. Bon, eh bien, nous devons à l'État en fonction de la satisfaction que nous avons des services qu'il nous rend. Voilà. C'est tout simple. C'est que plus l'État nous sert correctement, et c'est pas toujours les jours faciles d'être un fonctionnaire ou pas, ou d'être un usager de l'État ou d'être voilà un administré. Parfois on demande trop, parfois on demande pas assez. C'est dur toujours de trouver le juste milieu. Et quelque part, la conclusion, c'est toujours là pour le coup dans ce sujet-là, c'est de dire on va essayer de trouver un juste milieu entre euh, on ne doit pas rien à l'État parce qu'il nous rend des services, et si ces services sont de bonne qualité, et plus ces services sont de bonne qualité, plus on lui doit finalement. Après, est-ce que c'est à l'État d'assurer la justice sociale? Est-ce que c'est à l'État de s'occuper des économies? Est-ce que c'est à l'État de sauver Alstom? Toutes ces choses-là, vous pouvez le mettre dans votre copie. Si vous pensez que oui, vous pensez que non. Moi, personnellement, je pense que l'État devrait sauver Alstom, mais ça, c'est un point de vue très personnel. Mais vous mettez ce que vous voulez, mais rappelez toujours que
c'est pas tout ou rien, c'est un juste milieu. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, dans beaucoup de choses dans la vie, puis c'est le principe fondamental de la philosophie d'Aristote, c'est essayer de trouver un juste milieu. D'ailleurs, philosophie de plein d'autres philosophes. À cette époque-là, en tout cas, 4e siècle avant Jésus-Christ, ça a toujours été, on va essayer de trouver le juste milieu, que ce soit en Chine ou en Grèce, c'était la même chose. Donc voilà, c'est ni tout ni rien, c'est au milieu, c'est en fonction de notre satisfaction, de ce que l'on veut atteindre ou pas, etc. Euh, voilà. Il fut une époque où l'État dans la Grèce antique, par exemple, a ouvert des bordels pour les marins pêcheurs qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Est-ce que c'est son rôle? Euh, L'État dans la Rome antique ouvrait des bains, des thermes pour que les gens puissent se laver. Est-ce que c'est son rôle ou pas? Je sais pas, l'État vous donne une éducation religieuse ou non religieuse en fonction des époques. Est-ce que c'est son rôle ou pas? Moi, je pense que oui, là pour le coup. Mais jusqu'où ça va? Est-ce que ça va jusqu'à l'école primaire? Est-ce que l'État doit forcément s'acharner pour vous enseigner, peu importe ce qui vous enseigne, jusqu'à vos 18 ans ou jusqu'à vos 25 ans? Vous voyez, c'est toujours dur à définir. Euh, et peut-être il y a des fois aussi, on se dit, mais il n'y a pas de juste milieu là. L'État, on lui doit rien parce qu'il donne rien. C'est compliqué. Il n'y a pas de juste milieu. La politique, enfin, il n'y a pas de juste milieu malheureusement en soi. On ne se balade pas dans la rue, on trouve un juste milieu, on dit bah je l'ai trouvé. Ça se passe pas comme ça en politique. C'est un rapport de force entre différents, c'est des rapports de force multiples, si vous voulez, entre différentes orientations de la politique, de l'économie, de la société, et tout ça, ça fait les hommes entre eux, quoi. Et qu'est-ce qu'on doit à l'État? Eh bien, plus l'État, on va dire, respectera la volonté générale, et plus l'État est respectable, et moins il le fait, moins il est respectable, et moins on lui doit. Peu importe comment vous mettez ça, mais l'important c'est de dire à la fin, comme on est allé dans des hypothèses un peu extrêmes, on lui doit tout, on lui doit rien, rappelez que sans doute le juste milieu est peut-être plus raisonnable, et vous aurez fait un devoir d'ailleurs citoyen, parce que vous avez montré que vous étiez capable d'avoir des thèses extrêmes, ça s'appelle le raisonnement par l'absurde, on va vraiment très loin, mais qu'en même temps, vous pensez quand même le juste milieu est plus raisonnable, etc. Et à la fin, conclusion personnelle, vous pouvez dire, moi je sais pas, moi j'ai envie de mourir pour mon pays parce que tous mes grands-parents, parents ont fait toutes les guerres, et ils sont toujours, ils ont perdu un bras, une jambe, un œil, et moi aussi je veux faire partie de ça, c'est possible. Vous pouvez dire on lui doit rien parce qu'on lui a rien demandé, moi j'ai pas envie d'aller à l'école, ça me fait chier. Et peu importe ce que vous dites, j'aime pas les cours comme ils sont faits. Je suis contre, je sais pas, peu importe ce que vous mettez, l'important après une conclusion personnelle, c'est d'argumenter un petit peu, dire voilà, je pense qu'il faudrait plutôt aller dans cette direction, je pense que le juste milieu c'est cette chose ou cette chose, ou carrément dire voilà, moi j'ai des tendances et des poussées anarchistes, et l'État pour moi c'est une abomination, c'est un enchaînement absolu des individus, ça n'apporte rien, c'est fasciste, c'est mettez ce que vous voulez, mais l'important est argumenter quand même un petit peu, parce que tous les hommes politiques sont toujours corrompus quoi qu'il arrive, etc., etc. Il n'y a pas de système politique parfait. Vous pouvez être royaliste et dire, bah voilà, si on avait un roi, le roi pourrait incarner le juste milieu et ceci, cela. Si vous êtes, je sais pas, moi, républicain, dire que c'est l'Assemblée nationale qui est censée incarner ce juste milieu. Si vous êtes plutôt de tendance présidentialiste, vous direz c'est le président qui doit influencer, grâce à son gouvernement, l'Assemblée nationale pour que se crée une espèce d'harmonie. Enfin bon, peu importe comment vous le mettez, c'est pas une question, il y a une réponse. De toute façon, en philosophie, c'est rare, assez rare. Disons que, dites-vous quelque chose d'assez simple, dites-vous pas que vous avez trouvé une solution nouvelle, mais dites-vous que quand on parle de politique, s'il y avait une bonne façon de faire, super, on l'aurait déjà trouvé depuis 3500 ans, et puis on vivrait comme ça, et ça marcherait encore aujourd'hui. Malheureusement, non. Tout simplement pourquoi? Parce que, et je finirai là-dessus, pourquoi est-ce que on a peut-être trouvé une solution il y a 3500 ans qui marche plus aujourd'hui? Eh bien, tout simplement dans la vie, vous avez qu'est-ce qui s'appelle un effet d'échelle. Et si vous êtes en économie, vous connaissez ça forcément, avec l'idée des économies d'échelle. C'est que, en gros, l'idée simple en économie, c'est que, ah, voilà, désolé, j'ai été coupé. L'idée simple dans les d'économie d'échelle en économie, c'est que à partir d'un moment, vous avez une quantité de produits que vous produisez, et plus vous produisez, et plus le coût de fabrication de l'objet suivant va diminuer.
Et en gros, vous savez que quand vous doublez une production, peu importe de quoi vous la doublez, vous, euh, comment on dit ça, vous diminuez les coûts de cette production de 20% à chaque fois. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle des économies d'échelle, et dans la société en général, vous avez ce qu'on appelle, plus on est nombreux, si vous voulez, plus c'est compliqué à gérer en fait. C'est-à-dire que gérer un village de 700 habitants, c'est plus simple que gérer une cité comme, je sais pas moi, Pékin, ou Beijing, on dit aujourd'hui, de, je sais pas, 19, 20 millions d'habitants. C'est plus compliqué. Et on ne gère pas un village de 700 habitants comme on gère une ville de 10 millions. Et si vous voulez, s'il y avait une bonne solution politique pour gérer peut-être le village de 700 habitants, elle ne marche plus quand on change d'échelle, vous voyez. Et quand on est à des échelles tellement grandes, il faut réinventer quelque chose pour que de nouveau ça fonctionne. À savoir que par exemple, on regarde l'histoire de l'Allemagne. L'histoire de l'Allemagne, c'est l'histoire des Länders. Et les Länders, comment on fait pour que tous ces Länders qui ont pourtant la même culture, la même langue, la même ceci, eh bien tous ces Länders puissent un jour tous vivre ensemble dans une grande Allemagne créée par Bismarck en 1870. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, s'il y avait la solution comme ça qui nous permettait de vivre ensemble en doublant le nombre d'habitants, et que la solution comme ça on pouvait l'inventer, ça serait fait. C'est des processus historiques qui sont extrêmement longs, et l'homme a besoin de beaucoup de temps avant de comprendre comment on pourrait gérer 100 personnes, 200 personnes, 300 000, 1 million, 10 millions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à l'échelle de la nation, on est 70 millions en France, l'échelle de l'Union européenne, on est 435 millions, l'échelle de la planète, c'est 7,7, plus de 7 milliards d'individus, et à chaque fois qu'on passe d'une quantité supérieure, se posent de nouveaux problèmes qu'on ne s'attendait pas, comme aujourd'hui le problème de l'écologie, qui pose la question de la surpopulation, et des tas de questions qu'on peut se poser. Bref, dès qu'on est en politique, il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est des processus historiques, c'est compliqué. Il y a l'histoire qui joue, il y a ce que pensent les hommes, les passions, l'argent, tout ça. Donc que doit le citoyen à l'État? Ne pensez pas qu'il y ait une bonne solution à cette question-là. Pensez-vous qu'effectivement on peut dire tout simplement, surtout quand on est 18 ans, on passe au bac de terminale, il y a à peu près ça. D'un côté, on doit tout à l'État, de l'autre côté, on doit rien. Et puis surtout, allez pas dans des extrêmes en disant il faut absolument rien à l'État. Ça marche jamais non plus. Il faut bien qu'il y ait un État à un moment donné. Il faut pas être hyper individualiste et puis penser que l'État peut tout faire et doit tout faire. Ça me semble pas fonctionner non plus parce que justement quand on rentre dans le détail de l'État, c'est des hommes et des hommes malheureusement c'est corruptible et des hommes corruptibles, bah ça vous flingue en l'air l'État. Et si on doit tout à un État corrompu, vous voyez à un moment donné il y a un conflit d'intérêt entre ce qu'on l'on pourrait devoir à l'État et comme l'État est. Mais je veux dire, le problème c'est le mot État évidemment, puisque quand on parle de l'État, surtout en France, on imagine que l'État est là pour nous aider. Alors que, par exemple, dans le monde anglo-saxon, c'est l'inverse. On imagine que plus il y a d'États, c'est plus la société va mal. Vous voyez, c'est une autre façon de voir. Alors qu'en France, on pense, enfin, beaucoup de gens pensent, plus il y a d'États, plus les choses sont bien cadrées. Dans le monde anglo-saxon, plus il y a d'États, plus la société va mal. Et de penser qu'il y a une bonne solution à ces problèmes-là, culturels ou historiques, etc., ne fonctionne malheureusement pas. Voilà, mais je vous remercie et puis à bientôt pour la nouvelle question que je traiterai dans le bac série ES.